Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de votre journal. Nous sommes le samedi 29 octobre, voici les titres. Nous recevrons dans quelques instants Mac Lesguy, le journaliste et scientifique nous dévoilera l'impact du changement d'heure sur notre santé et pourquoi nous n'entendons plus parler de l'arrêt de ce passage à l'heure d'hiver. Vous découvrirez également dans ce journal les toutes dernières informations avant la confrontation de l'AS Monaco FC face à Angers. Un match qui aura lieu demain au Stade Louis II pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Et puis, on vous parlera d'Halloween, d'abord à vos côtés, afin de savoir ce que vous pensez de cette fête à Monaco. Et puis avec notre invitée Nadine Cretin, spécialiste des symboles, elle nous dévoilera notamment l'histoire d'Halloween. Notre journaliste Vanessa Dessy vous emmènera ensuite au tournoi d'échecs pour non-voyants organisé à Monaco pour la seconde fois. Et pour finir, nous prendrons la direction de New York pour découvrir les secrets d'un club très sélect. Ce week-end, nous allons donc passer à l'heure d'hiver. Ce changement se fera à 3h du matin dans la nuit de ce samedi à dimanche. Il faudra alors reculer d'une heure. Bonne nouvelle, nous gagnons une heure de sommeil. Mauvaise nouvelle, le changement d'heure de plus en plus contesté et qui devait prendre fin en 2021 n'est pas près de disparaître. Pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur Monaco Info le célèbre journaliste et scientifique Mac Lesguy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on est ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. On va revenir un petit peu pour commencer aux origines justement de ce changement d'heure qui avait été instauré à l'époque, je crois, pour de très bonnes raisons. Oui, bien sûr, ça a été instauré en 1976. On est au pic de la première grande crise pétrolière et l'idée est de faire des économies d'énergie et en l'occurrence d'éclairage, puisque ce changement d'heure, ce passage à l'heure d'été permet en été, 6 mois de l'année, de gagner une heure d'éclairage en nous recalant un petit peu sur l'heure solaire. Alors ce changement d'heure qui, vous l'avez dit, est entré en vigueur en France en 1976 ne permettrait plus vraiment de faire des économies d'énergie. De plus, selon, je crois, certains chronobiologistes, il nuirait même à la santé. Alors pourquoi ? Alors, le premier point, c'est que notre consommation électrique a changé. On a un éclairage qui est aujourd'hui beaucoup plus efficace et efficient qu'autrefois. On est passé des lampes à incandescence au LED. Il faut savoir qu'à énergie égale, on éclaire aujourd'hui avec les LED 4 à 5 fois plus qu'avec les lampes à incandescence. Donc, en dépit de la croissance énorme de notre consommation électrique, les économies n'ont pas progressé, elles ont même tendance à diminuer. Et encore ce chiffre, on avance aujourd'hui le chiffre de 400 gigawattheures d'économisés à cause de l'heure d'été, est relativement contesté. Et effectivement, comme vous le dites, on a une horloge biologique, ça c'est des découvertes qui sont relativement récentes. En 1976, on ne se posait pas la question. On sait que cette horloge biologique qui se recale sur l'heure de notre réveil. C'est vraiment l'heure de notre réveil qui cale notre horloge biologique pour la journée, le mois et l'année. Elle met du temps à se recaler. Donc, ça va nous fatiguer durablement. Bon, quelques jours pour les plus endurants, quelques semaines pour ceux qui le sont moins. Donc, est-ce qu'il y a encore alors, biologiquement, il n'y a pas d'intérêt effectivement particulier à changer d'heure, ça nous fatigue 2 fois par an. Économiquement et énergétiquement, il n'y a pas non plus un intérêt fou. Donc, oui, la question de la suppression est plus que jamais d'actualité. Et puis, il faut le dire, je parle pour mon cas presque personnel, mais quand on change d'heure, notamment quand on repasse à l'heure d'hiver, ça joue aussi sur le moral qu'il fasse nuit plus tôt. Alors, qu'il fasse nuit plutôt joue sur le moral. Mais alors, c'est tout à fait vrai. Mais alors, la grande question est, si on devait arrêter ce système heure d'hiver, heure d'été, sur quelle heure devrait-on se caler ? Est-ce que c'est l'heure d'hiver qu'on devrait garder toute l'année ou est-ce que c'est l'heure d'été ? En fait, la meilleure réponse, c'est de garder l'heure d'été parce que c'est elle qui se rapproche le plus de l'heure solaire. C'est là qu'on est sûr de faire le plus d'économies d'énergie. On se lève plus tôt, on se couche plus tôt. Cela dit, ça veut dire que pendant une bonne période de l'année, on va devoir se lever quand il fait nuit. Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça ? Voilà, c'est toute la question. Et justement, la Commission européenne avait lancé durant l'été 2018 une consultation pour recueillir l'avis des citoyens européens sur la possible fin du changement d'heure. Sur les 4,5 millions de personnes à y avoir répondu, 84% souhaitaient sa suppression. Et en France, c'est vrai, une consultation organisée par l'Assemblée nationale en 2019 avait obtenu exactement les mêmes résultats. Et pourtant, en 2002, toujours rien. Comment on l'explique que l'abandon de ce changement d'heure ait été abandonné ? Je ne vois pas d'autre explication au fait que le poids des habitudes, les agendas législatifs du Parlement européen, l'agenda de la Commission européenne fait qu'on considère que c'est une question secondaire. Voilà, tout le monde a pris l'habitude de cette heure d'été. Et je pense juste par inertie administrative, on n'ose pas remettre en cause
ce changement d'heure. Et puis, comme je le disais, la question aussi, c'est que si on arrête ce changement d'heure, est-ce que on va rester calé sur l'heure d'hiver ou l'heure d'été? Donc, je pense qu'on est loin de remettre en cause ce changement d'heure. Et alors, où l'on parle beaucoup d'économie d'énergie et du coût de l'énergie, est-ce que finalement cela ne risque pas de rebattre les cartes et de relancer ce débat? Alors, sur le coût de l'énergie, non pas tellement, parce que vous prenez par exemple le chauffage, ça va pas changer. Le fait que vous ayez un décalage d'heure entre l'été et l'hiver, ça change pas sur le chauffage, qui est une grosse dépense d'électricité. En ce qui concerne les dépenses d'éclairage, elles sont devenues très minoritaires dans notre consommation d'électricité. Même si on dit que, par exemple, pour la France, on fait une économie de 400 gigawattheures en présupposant que cette économie est réelle, 400 gigawattheures, qu'est-ce que ça représente? C'est 0,07% de notre consommation annuelle électrique. Alors du coup, vous êtes pour ou contre ce changement d'heure? Alors moi, je suis pour qu'on supprime ce système. Voilà, il faudrait oser dire une fois pour toutes que ce système rapporte peu ou pas grand-chose en termes d'économie d'électricité. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire face à cette situation, on a rallumé des centrales à gaz, on a surtout rallumé des centrales à charbon. Voilà, il faut vraiment se poser la question de comment produire cette électricité de manière bas carbone toute l'année et pas devoir recourir à des moyens fossiles. Voilà, là, on fera de vraies économies quand on aura abandonné ça. Un dernier mot sur vous, Mac Lesguy. On vous retrouve donc tous les dimanches soirs sur M6 à l'occasion de E égale M6. C'est un vrai rendez-vous incontournable pour les Français. Merci, oui, tout à fait. On essaie tous les dimanches donc sur M6 à 20h25. Voilà, heure d'hiver, heure d'été. On s'adapte, on est toujours là à la même heure. Merci beaucoup à vous, Mac Lesguy, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. N'oubliez pas donc, si vous avez des montres, d'effectuer ce changement d'heure dès que possible pour éviter les mauvaises surprises ou les pannes de réveil, même s'il est vrai que la plupart des smartphones effectuent le changement eux-mêmes. Du sport à présent, avec une victoire presque obligatoire pour l'AS Monaco FC face à Angers pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, alors qu'elle reste sur 2 matchs sans victoire en Ligue 1, dont une défaite spectaculaire la semaine dernière à Lille 4-3. La principauté veut se replacer dans la course au podium. Cela passe donc par une victoire face à la Lanterne Rouge Angers, qui doit de son côté absolument prendre des points sur le Rocher. Un match, vous l'aurez compris, qui s'annonce d'ores et déjà très tendu. Philippe Clément était face aux journalistes cet après-midi. Je vous propose d'écouter ce qu'il fallait principalement retenir de cette conférence de presse. C'est dur qu'après ce match contre Ferencváros, que les joueurs ne sont pas récompensés de les efforts. Naturellement, nous avons toute l'envie de gagner maintenant, dimanche et jeudi. Ça peut donner beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance et c'est toujours nécessaire. AS Monaco Angers, coup d'envoi ce dimanche à 15h au Stade Louis II. Halloween arrive à grands pas et semble gagner en popularité d'année en année. Nous allons d'ailleurs découvrir dans quelques instants avec notre invité l'histoire de cette fête païenne. Mais avant ça, nous sommes allés à votre rencontre afin de découvrir ce que vous pensiez de cette journée. Alors, allez-vous vous déguiser? Tu vas fêter Halloween? Oui. C'est vrai? Oui. Tu vas te déguiser en quoi? Au chat noir. En chat noir? On va aller sur le port avec mes copines. Voilà, on va se déguiser à la rascasse sûrement. Moi, je trouve que de voir les enfants se déguiser, je maquille mon petit frère parce que du coup, ça leur fait plaisir. Ouais, non, je sais pas, je trouve que c'est cool. On les fête avec des amis, on fait des grandes fêtes en Italie, on se réunit, on prépare des gâteaux, des biscuits pour les enfants. En me maquillant, j'ai pas besoin de me maquiller beaucoup, non. En me maquillant, en faisant ça avec les enfants, surtout les bonbons, les choses comme ça. À la maison, je trouve que c'est bien pour les enfants, pour les décorations, non, c'est très bien. Pour les commerces aussi, ça fait travailler. Chaque année, le 31 octobre au soir, c'est Halloween, une fête païenne célébrée la veille de la Toussaint dont les rituels varient d'un pays à l'autre. D'où vient la fête d'Halloween et comment est-elle célébrée? Le point avec Nadine Cretin, historienne spécialiste des symboliques. Bonsoir à vous Nadine. Bonsoir. Alors pour connaître un petit peu les origines de la fête d'Halloween, je crois qu'il faut revenir au moins 600 ans en arrière, c'est bien ça? Même 600 ans, enfin... l'origine même d'Halloween, c'est en fait l'époque de Samhain, qui était une fête pour les Celtes et qui annonçait la saison froide, la fête de Samhain. C'était pas du tout Halloween à ce moment-là, puisque Halloween,
n'a tenu son nom qu'à partir du moment où il y a eu la fête de la Toussaint qui a été installée, elle, au IXe siècle, donc beaucoup plus tard. Déjà, à cette époque, c'était une fête qui faisait peur. Pourquoi cela a été instauré de la sorte? Pourquoi c'était une fête qui était un petit peu crainte malgré tout? C'était des périodes où on avait peur du retour des forces surnaturelles. Les morts venaient se mêler au monde des vivants. Et c'est un monde inquiétant, pas forcément méchant. Il peut y avoir les fées, il y a des créatures surnaturelles qui apparaissent. En fonction des pays, il faut le dire, Halloween est fêté différemment. Aux États-Unis, par exemple, cette fête se prépare tout le mois d'octobre et au moins aussi importante que les Noëls chez nous, vous l'avez dit. Comment ça se fait qu'il y ait de telles différences en fonction des pays? Alors après, avec son américanisation, c'était au XXe siècle, Halloween a pris certains aspects macabres parce que, entre autres au Mexique et dans le sud des États-Unis, on fêtait El Día de los Muertos, la journée des morts, la fête de la Toussaint. C'était le soir du 1er décembre, 1er novembre. Et donc, les deux fêtes se sont amalgamées, si vous voulez, le soir du 31 octobre. Et les enfants vont avec des costumes qui sont vraiment parfois effectivement très étudiés. C'est pour ça, à New York, ça génère une parade extraordinaire qui n'est pas très très ancienne. Et ça remonte aux années 1970 simplement. Mais c'est devenu quelque chose de très important où on célèbre l'horreur, si je puis dire. Ça a un peu changé. Pourquoi en France, Madame Cretin, finalement, la fête d'Halloween prend un petit peu plus d'ampleur chaque année? J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Oui, les enfants, oui. Les enfants parlent à l'école déjà à l'avance, ils en parlent et ils en rient. C'est vraiment quelque chose qui leur fait plaisir, qui va les amuser. Ils vont aller de maison en maison et puis alors, en général, les enfants n'ont plus la petite lanterne à la main pour faire la tournée, quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous, Nadine Cretin, d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour nous dévoiler toutes les significations des symboles d'Halloween. Nous l'avons entendu, Halloween est toujours aussi populaire auprès des plus jeunes et des adolescents. Cette fête est quasiment devenue une date spéciale en principauté comme dans les pays anglo-saxons. À cette occasion, la mairie de Monaco organise de nombreuses animations avec, pour commencer, la 12e édition du grand jeu d'Halloween au parc Princesse Antoinette. Les équipes de la boîte de jeux attendent les enfants scolarisés en principauté ce lundi 31 octobre de 14h à 17h30 pour un tout nouveau jeu Día de los Muertos, déguisement bienvenue et bonbons à la clé. Attention, une inscription en ligne est obligatoire afin de choisir son créneau. Et puis il y aura aussi une Halloween party à l'espace Léo Ferré. Elle est strictement réservée aux scolaires et aux résidents de la principauté, de la 6e à la 4e. Elle se tiendra donc le lundi 31 octobre de 18h à 22h avec un DJ et de nombreuses autres animations. Si vous n'avez pas encore votre place, des ventes de tickets auront lieu à l'espace Léo Ferré le soir même dès 18h. Et pour les enfants à partir de 8 ans, la mairie de Monaco, en collaboration avec la boîte de jeux, propose une aventure nocturne dans les serres du centre botanique. Évidemment, encore une fois, ce 31 octobre, à partir de 19h30. Attention, une inscription est obligatoire au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et pour finir, la médiathèque de Monaco proposera un programme spécial Halloween avec notamment la confection d'un grimoire ou encore un ciné Popcorn Kids. Et pour les plus grands, une soirée de jeux inspirée de films d'horreur, programmes et infos détaillés sur le site internet de la médiathèque. Profitez-en bien. Et je vous informe que Monaco Info se met aussi à l'heure d'Halloween avec une soirée spéciale ce lundi 31 octobre. Alors si vous aimez les courts-métrages et surtout vous faire peur, rendez-vous sur notre antenne à partir de 21h pour une belle soirée frisson en perspective présentée par Fabien Bonilla. Après avoir accueilli en 2018 un prestigieux tournoi d'échecs pour personnes aveugles ou malvoyantes, la Principauté est à nouveau l'hôte de la 2e édition du tournoi international d'échecs pour les aveugles. La compétition se déroule au Stade Louis II jusqu'au 1er novembre. Vanessa Dessy et Orazio Gaggino ont assisté à la cérémonie d'ouverture et au coup d'envoi.
Ce tournoi rassemble des joueurs d'échecs aveugles et malvoyants, mais également des jeunes enfants sans handicap issus du club d'échecs de la Principauté. Une jolie confrontation aux vertus pédagogiques. Moi, personnellement, je suis aveugle depuis 30 ans. Ça m'est arrivé, j'étais père de famille et j'étais dans la vie active. Et je me suis rendu compte que quand les enfants voient un monsieur avec une canne blanche dans la rue, ou quoi, ils sont toujours très intéressés. Et ils se demandent comment il fait le monsieur pour vivre sans voir. Donc, pour les enfants, rencontrer des personnes handicapées en dédiabolisant le handicap, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit quand on est handicapé qu'il y a beaucoup de gens, ça les interpelle, ils n'osent plus vous parler. Vous êtes un peu isolé dans votre tour d'ivoire parce que les gens n'osent plus vous dire « Ah bonjour Jean, comment tu vas ?» Ils disent « Ah ben il est aveugle, je ne vais pas le déranger, vous voyez. » Ou alors quand vous passez dans la rue, souvent il y a un truc qui est assez amusant. Moi je me guide au son et quand je suis souvent des gens qui parlent et quand ils voient qu'il y a un aveugle, ils se taisent, comme s'ils voyaient passer un enterrement. Alors bon, on prend ça avec le sourire, mais si vous voulez, il faut que les gens s'entremêlent, se mélangent. La compétition se joue en 7 rondes, de manière complètement tactile. Une ronde peut durer de 2 à 4, voire 5 heures. Le temps est comptabilisé grâce à une pendule. À l'aide de 2 échiquiers disposés sur la table, les personnes aveugles touchent leur jeu munis de petits picots ou d'aimants afin d'éviter le renversement des pièces. Il faut, pour chaque joueur, annoncer son coup. Alors l'adversaire répète le coup qui vient d'être joué et après il annoncera son propre coup. Donc ça se joue oralement, contrairement aux échecs où d'habitude dans une compétition d'échecs il y a un silence absolu, on entend les mouches voler. Et alors on l'annonce au moyen d'un alphabet qui a été mis au point à la fin du 19e siècle et l'alphabet en fait basé sur des noms allemands. Au lieu de dire A, B, C, D, E, F, G, H pour désigner les cases, on utilise Anna, Bella, César, David, Eva, Félix, Gustave et Hector. Et après, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pareil. Le tournoi se déroule au Stade Louis II jusqu'au mardi 1er novembre. L'accès est libre et gratuit. En cette fin d'édition, nous nous rendons outre-Atlantique pour retrouver notre correspondante à New York. Alexandra Pani nous ouvre les portes du célèbre club d'aventuriers, l'Explorer Club. Des membres prestigieux en ont fait sa renommée depuis presque 120 ans. Le prince Albert Ier, tout comme aujourd'hui, le prince Albert II sont à compter dans ses rangs. Alexandra, on vous retrouve sur place. Je me trouve dans le quartier très prisé de l'Upper East Side. Derrière moi, le bâtiment que vous apercevez abrite l'un des clubs les plus prestigieux qui existent. Seules quelques personnes peuvent prétendre à en devenir membre. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous propose de me suivre pour découvrir son histoire et son président, Richard Garriott de Cailleux. Dès l'entrée, le ton est donné avec cette plaque au mur, les célèbres premiers, les 2 pôles, l'Everest, le Challenger Deep, soit le point le plus profond mesuré dans les océans, et bien entendu, la Lune. Les membres de ce club très exclusif ont tous réalisé au moins une aventure exceptionnelle. Parmi eux, l'on peut compter les astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong, l'aviateur Charles Lindbergh, le président américain Teddy Roosevelt ou encore James Cameron et Jeff Bezos. L'actuel président a lui aussi été dans l'espace, connu sous le surnom de Lord British par les amateurs de jeux vidéo, dont il est l'un des plus influents développeurs. Le club recense une impressionnante quantité d'objets et documents anciens historiques. Pretty much all of the Apollo astronauts are Explorers Club members. But this particular Explorers Club flag was actually carried on the surface of the moon by Neil Armstrong, who had it in a sleeve pocket holder, and then was returned to us after that lunar flight. And you'll see all around the rest of the club, you'll see lots of actually Apollo flags. But one of my favorites that's upstairs is the Apollo 13 flag. And you remember that Apollo 13 did not make it to the surface of the moon. So we have both that flag and an apology letter. So James Lovell wrote us an apology letter saying, here's the flag that you entrusted with me to take to the surface of the moon. I'm so sorry I didn't quite get it to the surface, but it has been around the moon and back. Le club a pour vocation d'offrir un lieu de rencontre et d'échange pour les explorateurs et scientifiques. C'est souvent ici, au rez-de-chaussée, dans ce salon au bois foncé et fauteuil club rouge, que les membres se réunissent quotidiennement de manière informelle, mais aussi au bar ou de manière plus formelle lors d'événements et conférences dans l'une des grandes salles du 2e étage. Seriously, this is where tons of great work happens.
I myself, I happen to be the only explorer who's been orbited the Earth and down to the bottom of the deepest point, and also to the North Pole and the South Pole. And all of those things I got to go do through meetings that occurred right here in the Explorers Club, generally in these two rooms. En 1904, le premier siège du club est alors situé dans le quartier de l'Upper West Side. Il déménage ensuite au 544 Cathedral Parkway et c'est seulement en 1965 que l'écrivain Lowell Thomas offre cette maison à la façade jacobéenne. De nos jours, le club compte près de 3500 membres à travers 35 régions du monde, appelés ici chapitres. Le club promet et soutient les expéditions modernes. Parmi ses membres, Sian Proctor, géoscientifique de métier. En septembre 2021, elle participe à la mission Inspiration 4, un vol de 3 jours habité par des civils, à bord du vaisseau Crew Dragon de la société SpaceX. The Explorers Club is amazing because when I was a kid, I was really into exploring. And I always thought that in order to be an explorer, you had to discover something new for humanity. But what I realized is that exploration is all about discovering something new for yourself. And if you could be a lifelong learner and always discovering something new for yourself, that you would have amazing adventures. Sian Proctor illustre le dicton « croire en ses rêves ». Dans les nombreuses salles de ce bâtiment du XVIIe siècle, des tableaux d'époque rappelant les différentes grandes expéditions, mais aussi de nombreux animaux empaillés, et plusieurs portraits du prince explorateur monégasque Albert Ier, membre en son temps du club, comme l'est à présent son arrière-arrière-petit-fils, le prince Albert II, seul chef d'État à avoir atteint les 2 pôles. Si vous avez vous aussi l'âme d'un explorateur, mais pas encore l'aventure qui vous permet de devenir l'un des membres, l'Explorers Club ouvre régulièrement ses portes au public sur demande. Et qui sait, vous y trouverez peut-être l'inspiration pour une future mission. Les images sont signées Sylvain Péroumal. Merci à vous, Alexandra. Comme chaque soir, nous vous faisons un point sur vos prévisions météo. Pour cela, nous retrouvons donc Vanessa Dessy. Bonsoir à vous, Vanessa. Alors, quel temps fera-t-il demain ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le temps sera toujours bien ensoleillé, même si quelques nuages insignifiants pourraient apparaître durant la journée. Les températures resteront au-dessus des normales de saison. Elles iront de 17 à 22 degrés. Le soleil se lèvera à 8h01 et se couchera à 18h26 et nous fêterons les bienvenus. Et comme le veut la tradition, cette édition se termine en images avec des clichés signés Michael Alési. Il s'est rendu sur le port Hercule à la foire de Monaco. En pleine période de vacances scolaires, nombreuses sont les familles à venir profiter des attractions proposées pour le plus grand plaisir. Vous allez le voir, des enfants tout sourire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, on se retrouve pour votre best-of de la semaine. Très belle soirée à vous sur Monaco Info.